On a tous déjà entendu parler du mythe d'Antigone, n'est-ce pas? Mais ce que le dramaturge Jean Anouilh en a fait, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Bienvenue dans cette exploration de l'Antigone d'Anouilh. Ce qui rend cette pièce si percutante, même aujourd'hui, c'est cette sensation d'un affrontement inévitable. C'est un véritable choc des idéaux, une collision frontale entre deux visions du monde qui ne peuvent absolument pas coexister. Allez, on plonge tout de suite dans les rouages de ce drame absolu. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on commence par poser le contexte et les petits essentiels à avoir en tête. Ensuite, on va décortiquer l'intrigue et cette fameuse notion de machine infernale. On passera bien sûr au cœur du réacteur avec le grand face-à-face Antigone contre Créon. On fera aussi un détour par les rôles secondaires qui sont cruciaux et on finira en beauté sur les grands thèmes philosophiques de l'œuvre. Bref, on a du pain sur la planche. Première partie, le contexte et les éléments essentiels. C'est super important pour bien saisir les enjeux. Bon, posons les bases. Jean Anouilh sort cette pièce en 1944. Et 1944 en France, c'est la pleine occupation allemande. Autant dire que ça donne un poids immense à cette histoire d'autorité et de rébellion face au pouvoir. L'action se déroule dans l'Antiquité grecque, à Thèbes, mais avec un twist brillant. Anouilh y glisse plein d'anachronismes. Les personnages parlent de voitures, de cafés et les gardes jouent tranquillement aux cartes. C'est génial parce que ça prend ce mythe vieux de plusieurs millénaires et ça le jette directement dans notre réalité moderne. Et c'est exactement ce qu'on appelle une tragédie moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, oubliez le suspense, c'est pas du tout un thriller où on se demande si l'héroïne va s'en sortir in extremis. Non, ici, on sait que ça va mal finir dès la toute première seconde. L'idée, c'est pas d'être surpris, c'est d'observer des personnages marcher droit vers le mur, totalement coincés par un destin écrit à l'avance. Ça met un coup de projecteur assez vertigineux sur l'absurdité de la condition humaine. Allez, on avance avec notre deuxième partie, l'intrigue. Vous allez voir, c'est pensé comme un piège parfait. Imaginez un peu la pression, tout se déroule sur une seule journée, complètement étouffante. Bam, dès le début, un personnage qui s'appelle carrément le prologue vient nous annoncer la couleur et pose le décor. Les deux frères d'Antigone se sont entretués et le roi, Créon, interdit de les enterrer sous peine de mort. Sauf qu'au petit matin, Antigone a déjà bravé la loi. Forcément, dans la matinée, c'est l'arrestation inévitable. Ça nous propulse direct vers l'après-midi pour l'explication au sommet et pouf, le dénouement tragique en soirée. C'est un effet domino, impossible de revenir en arrière. Et ce dénouement, il est d'une brutalité absolue. Le piège se referme dans une vraie cascade funeste. Antigone est condamnée, emmurée vivante, et elle choisit de se pendre. Aimon, son fiancé, qui est le propre fils de Créon, pète les plombs en découvrant ça. Il crache au visage de son père et se poignarde. Mais attendez, c'est pas fini. Eurydice, la reine et mère d'Aimon, apprend la nouvelle et se tranche la gorge. Résultat des courses, Créon se retrouve seul, mais alors complètement, tragiquement seul, obligé de se lever le lendemain pour continuer à gouverner la cité. Ce qui nous amène à notre troisième partie, la clé de voûte de l'œuvre, le duel Antigone contre Créon. Attention, on n'est pas dans un affrontement cliché du bien contre le mal. Pas du tout. C'est la collision de deux mondes totalement incompatibles. D'un côté, on a Antigone, elle incarne la jeunesse, le feu, un idéalisme pur et dur. C'est la révolte absolue, sans aucune place pour le compromis. De l'autre, on a Créon. Lui, c'est le monde adulte, il est vieux, il est fatigué, mais il est profondément pragmatique. Il a l'ordre et le pouvoir sur les épaules. Le plus fou, c'est que Créon essaye sincèrement de la sauver. Il utilise la logique d'État, il tente de lui prouver que ses frères étaient des moins que rien, mais Antigone est un mur d'intransigeance. Et le point de rupture ultime, il se joue sur trois petits mots. Le petit bonheur. Créon tente le tout pour le tout et lui offre une porte de sortie. Marie-toi avec Aimon, vis ta vie, contente-toi de ce bonheur ordinaire. Mais c'est la pire insulte possible pour elle. Elle rejette en bloc ce bonheur médiocre, plein de concessions, de demi-vérités et de lâcheté d'adulte. Pour Antigone, la mort dans sa forme la plus pure vaudra toujours mieux qu'une vie imparfaite et compromise. Passons à notre quatrième section. Parce que oui, l'entourage de notre duo de choc a aussi un rôle énorme à jouer. Le génie de la pièce, c'est que chaque rôle secondaire est un symbole fort, comme on peut le voir ici. Prenons Ismène, la grande sœur. Elle est belle, elle écoute la raison, mais au fond, elle symbolise la peur et le conformisme parfait. C'est le miroir inversé d'Antigone. Aimon, c'est l'amoureux déchiré, coincé entre son père et sa fiancée, l'allégorie tragique du sacrifice par amour. Et puis alors, les gardes. C'est presque drôle tellement c'est glaçant. Ils s'en fichent de tout, ils jouent aux cartes pendant qu'on distribue des condamnations à mort. C'est la bêtise humaine à l'état pur, l'obéissance aveugle d'un système qui exécute les ordres sans jamais se poser de questions. On arrive déjà à notre cinquième et dernière partie pour prendre un peu de hauteur avec les thèmes majeurs.
Si on synthétise, il y a 3 piliers philosophiques qui soutiennent cette histoire. Premièrement, la fatalité. Comme on le disait, c'est plié d'avance. Aucun miracle de dernière minute ne viendra sauver les meubles. Deuxièmement, on a ce cocktail fascinant entre l'idéalisme et l'absurde. En y repensant, Antigone meurt presque pour rien. C'est pas une sainte portée par la religion, elle meurt juste pour le principe de dire non. C'est l'absurdité même. Et enfin, le troisième pilier, la solitude. Une solitude totale, suffocante. Antigone est incomprise face à la mort, et Créon est tout aussi seul, écrasé par le poids de sa couronne. Au centre de tous ces thèmes, on retrouve toujours cette image fascinante de la machine infernale. C'est froid, c'est mécanique, c'est inéluctable. C'est un peu comme si, dès la première ligne de dialogue, on avait lâché un ressort tendu à bloc. Et à partir de là, plus personne ne peut rien arrêter. Chaque personnage avance sur ses rails pour jouer le rôle qu'on lui a assigné, d'une précision absolument mortelle. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion, une question un peu provocatrice pour finir. Dans cette tragédie où tout est absurde, au fond, c'est qui le vrai héros ? Est-ce que c'est Antigone, avec son idéalisme si pur qu'elle est prête à tout sacrifier pour ne pas plier ? Ou est-ce que c'est Créon, qui accepte de salir son âme, de perdre son fils juste pour assumer le fardeau ingrat du pouvoir et empêcher que sa ville ne sombre dans l'anarchie ? Le débat est ouvert et c'est justement ça qui rend cette pièce immortelle. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'œuvre et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses littéraires.